des projets sur lesquels je travaille principalement, c'est d'essayer de décrire un peu la qualité nutritionnelle en fait, des alimentations végétariennes, mais aussi les caractéristiques des personnes qui suivent ces régimes-là. Et donc, on a la chance dans notre cohorte d'avoir un panel de volontaires qui nous fournit des données très précieuses pour essayer de répondre à ces questions et fournir des données un peu actualisées, scientifiques, autour de ces questions de recherche. Tout d'abord, le contexte actuel en fait, scientifique, c'est qu'on observe qu'il y a une vraie augmentation des préoccupations liées à la durabilité alimentaire dans la population. On est passé autour de la nutrition d'une préoccupation principalement centrée sur la santé, le maintien d'une bonne santé pour les gens qui s'intéressaient vraiment à la nutrition et aujourd'hui et à l'alimentation. Et aujourd'hui, on voit que les gens prennent en compte beaucoup plus de notions autour de leur alimentation, comme par exemple le côté local ou traditionnel des aliments qu'ils consomment, mais aussi des dimensions vraiment très reliées à l'impact environnemental de leur alimentation. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est important en fait, que les consommateurs commencent à vraiment prendre conscience de ces problématiques-là, puisqu'on est dans une situation un peu critique dans laquelle il va falloir qu'on fasse accélérer ce qu'on appelle la nouvelle transition nutritionnelle actuelle vers plus de vert, la couleur verte faisant référence aux fameux végétaux qui étaient longtemps décriés. Du coup, pour en fait permettre tout simplement aux futures générations de pouvoir s'alimenter tout en restant dans une santé relativement bonne et aussi une forme de bien-être, puisque dans la santé, on inclut évidemment pas seulement les aspects médicaux, mais aussi tous les aspects de bien-être psychologique. On prend la définition au sens large telle qu'elle a été proposée par l'OMS. Et du coup, tous ces phénomènes et le fait que la population prenne conscience de ça, avec en plus ce besoin d'aller vers cette transition, on voit que de plus en plus de gens se tournent donc vers des alimentations végétalisées, puisqu'il y a eu pas mal de communication sur les bienfaits de certains régimes, comme le végétarisme notamment, pour son impact diminué sur l'environnement. Il y a de plus en plus d'études qui convergent vers ceci, même s'il y a évidemment de nombreuses polémiques, même scientifiques, encore sur ce sujet. Je pense que Marco Springbein, d'ailleurs, en parlera bien mieux que moi en fin de journée. Donc, il y a certaines choses qui font un peu écho, je pense, à sa présentation, mais du coup, moi, je vais vraiment me centrer sur Nutrinet. Je pense que lui, ça sera peut-être un peu plus large, puis sur ses travaux aussi qui mènent donc en Angleterre notamment. Donc voilà, du coup, je vais toujours dans ce contexte, je voulais aussi vous parler vraiment de ce phénomène d'un point de vue un peu très rapidement justement sociologique et historique, même si ce n'est pas du tout des approches aussi détaillées que ce qui vient d'être fait, juste pour resituer. On sait que ce phénomène de diminution ou d'éviction de la viande, il est relativement nouveau. Là, je pense que l'exposé d'avant, justement, nous présentait à quel point ça a été ancré depuis très longtemps dans la société, le fait que la viande, c'était très important pour plein de choses, et notamment comme un marqueur aussi de statut social. Et on retrouve encore ce phénomène aujourd'hui, même si ça tend à évoluer. Et notamment, nous, notre société actuelle, on est marqué par des faits plus récents qui sont notamment la transition nutritionnelle importante qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, où vraiment on avait eu des gros problèmes de famine et de disette locale. Excusez-moi. Et du coup, on a vraiment dû accélérer on a vraiment dû renourrir entre guillemets la France, et du coup la viande était apparue comme une source idéale de protéines et du coup, donc ça avait vraiment mis la viande à nouveau au cœur de l'alimentation des Français, etc. Et ça avait généré, entre autres, une augmentation de la consommation de viande après la guerre. Aussi, on l'a vu, une lourde et forte culture culinaire autour de la viande et même une culture gastronomique dans les pays comme la France. Ça a été très bien documenté dans des études notamment sociologiques. Et par contre, ce qui s'est passé donc, plus récemment déjà, c'est qu'il y a eu des crises qui étaient directement liées à la viande, donc à la consommation et à la production de la viande, comme la crise de la vache folle, qui a permis déjà une première prise de conscience forte, on va dire, de ces problèmes-là. Et elle a été suivie par d'autres crises, par exemple les grippes, comme la grippe aviaire, les grippes animales, pardon, comme la grippe aviaire. Et donc, c'est des crises qui étaient directement liées à la production, à l'élevage, etc. Mais il y a eu aussi des crises de santé plus larges, certaines pandémies précédentes à celles qu'on subit actuellement, qui ont permis aussi aux gens de prendre conscience que la santé était quelque chose d'important et qu'il fallait donc entretenir sa santé, notamment par l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose de plus récent.
dans notre société. En France, qu'est-ce qu'on observe du coup vraiment au niveau de la viande? On a peu de données vraiment qui permettraient d'affirmer cette diminution. On a des données quand même assez fiables au niveau des ventes de viande, notamment par l'Institut France Agrimaire qui produit des rapports régulièrement et qui prouve que la viande rouge les ventes de viande rouge sont en train de diminuer. Par contre, si on prend d'autres viandes, ça se compense avec d'autres types de viande, comme la volaille par exemple. Et aussi, dans certaines enquêtes nationales, on constate une différence de consommation vers plus de protéines végétales, par exemple, dans l'alimentation des Français récemment. Mais là encore, les méthodes actuelles d'enquête ne permettent pas d'affirmer cela d'un point de vue vraiment scientifique. Du coup, il y a des nouvelles enquêtes qui sont en cours maintenant pour pouvoir justement vraiment comparer avec des données très actualisées ce qui avait été observé dans les précédentes enquêtes. Donc voilà, on est encore en train d'essayer de quantifier un peu tout ça. On a des pistes, on voit ce changement, mais il y a besoin encore de données sur cette problématique. Donc du coup, en fait, ce qui est important aussi la chose aussi sur laquelle on travaille, c'est qu'on dans notre cohorte, on a bien sûr des végétariens, des véganes, etc. Mais on s'intéresse aussi à tout ce qui est entre guillemets, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des gens qui vont être très proches du végétarisme sans forcément être complètement végétariens. Et du coup, c'est aussi intéressant d'un point de vue de la transition nutritionnelle, de comprendre ces gens-là, pourquoi ils en sont là, etc. Donc du coup, moi, ce que j'appelle le prisme de végétalisation, c'est-à-dire qu'en gros, on peut classer dans un groupe, dans une population comme nous, notre étude Nutrinet, par exemple, nos participants, et on va avoir une énorme diversité de comportements autour de la consommation de produits végétaux, avec des personnes qui consomment très peu de ces produits, qui vont avoir des alimentations très carnées ou très riches en produits animaux. Et au contraire, on a même à l'opposé, on a donc des véganes, etc. Donc tous ces comportements-là sont importants à étudier, en tout cas d'un point de vue épidémiologique pour nous. Comme vous le savez, il y a une grande diversité aussi de régimes végétariens. Et là, ce que je vous présente, c'est ce qui est étudié en fait, dans la littérature scientifique pour que vous compreniez un peu la suite des résultats que je vais vous présenter. Donc, dans la littérature scientifique nutritionnelle, épidémiologique, on distingue d'abord les pesco-végétariens, qui ne sont pas toujours considérés comme des végétariens dans d'autres types d'études, on va dire. Mais nous, on fait vraiment une classification là, très nutritionnelle pour nos études. Ensuite, on a donc les végétariens, donc, qui incluent les ovo-lacto-végétariens et les lacto-végétariens. Et après, on a donc en France les courants végétaliens et véganes, deux courants similaires sur le point de vue nutritionnel, puisqu'on va avoir au niveau de l'alimentation une éviction totale des produits animaux. Et par contre, comme vous le savez, les véganes vont jusqu'à l'éviction aussi de tous les produits animaux dans leur mode de vie. Donc, nous, dans Nutrinet Santé, on a cette distinction aussi de ces deux types de courants autour de l'éviction totale des produits animaux. Pour ce qui est donc vraiment maintenant de la prévalence de ces régimes végétariens au sens large, donc on a l'impression qu'il y a vraiment une augmentation aujourd'hui. Encore une fois, en Europe par exemple, on sait qu'il y a 1 à 10% de végétariens selon les pays. Mais malheureusement, parfois certaines enquêtes ne sont pas représentatives, donc on a l'impression que le pourcentage de végétariens est très élevé, mais en réalité, elles sont menées au sein des associations végétariennes, donc c'est des données qui sont très intéressantes, mais c'est vrai qu'on a besoin d'autres données complémentaires maintenant plus représentatives pour vraiment être sûr de ces prévalences, au niveau de l'Europe par exemple. Mais il y a des pays, là plus récemment, comme l'Italie, qui ont fait des estimations représentatives, et eux, aujourd'hui, seraient arrivés à un pourcentage de 7% de végétariens, c'était en 2018, et ça aurait été multiplié par 2 en 5 ans, selon une autre enquête qu'ils avaient fait beaucoup avant. Donc là, on voit qu'il y a des pays où il y a un essor assez rapide de ces régimes-là. En France, on est quand même encore sur des prévalences assez basses. On serait à 1,8% avec une fourchette entre 1,1 et 2,9, enfin quasiment 3% de végétariens dans la population. Donc végétariens toujours au sens large, incluant aussi les véganes. Je vais le préciser à chaque fois, mais dans l'exposé, ça sera ainsi. Quand je ne précise pas. Et du coup, voilà, donc en France, on est encore en dessous. Et c'est vrai que une des hypothèses, notamment, c'est que les pays comme l'Italie, c'est des pays justement où il y avait déjà une forte prévalence du régime qu'on appelle méditerranéen, donc qui va quand même déjà être assez pauvre, enfin pas en produits comme la viande, parce qu'on favorise davantage le poisson dans le régime méditerranéen. Et du coup, peut-être dans ces pays, c'est un peu plus facile de transiter vers le végétarisme, alors qu'en France, on sait qu'on est encore sur certaines régions, par exemple le nord de la France, sur des consommations très élevées de produits animaux, viande et aussi même les matières grasses animales, etc. Donc voilà, c'est aussi dû à des spécificités culturelles certainement. Et là encore, on manque d'études pour vraiment étudier ces différences à l'échelle européenne et j'espère qu'un jour, on arrivera à avoir
plus de données et de comparaisons entre les pays, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour comprendre un peu comment évolue la prévalence de ces régimes en Europe. Donc après, maintenant, pour revenir un peu aux études scientifiques, épidémiologiques et nutritionnelles auxquelles qu'on réalise nous dans notre équipe de recherche, en fait, et qui sont aussi réalisées même par d'autres équipes et dans le domaine de l'épidémiologie nutritionnelle, on va essayer d'évaluer la qualité nutritionnelle donc, de ces alimentations, parce que c'est vraiment une question très présente, notamment pour le végétarisme. Je pense qu'on l'a tous vu hyper récemment avec le débat autour des menus végétariens dans les cantines à Lyon, etc. Donc il y a vraiment, c'est un objet qui est même repris du coup par la politique, cette question de la qualité nutritionnelle. Donc on a vraiment besoin maintenant de mettre à jour toutes ces connaissances, et nous c'est ce qu'on essaye du moins de faire. Et donc, du coup, on s'intéresse à toutes les alimentations végétalisées dans notre équipe. Bon, là, je vais centrer sur les végétarismes, mais on essaie de balayer tout ça. Donc, il y a une définition assez large qui correspond au concept anglais de plant-based diet. Là aussi, il y a encore c'est en cours d'évolution, parce que plant-based diet, à la base, ne correspondait qu'au végétarisme. Et maintenant, on est en train d'élargir à des comportements très proches du végétarisme, donc une définition plus large de plant-based diet en anglais. Donc ces alimentations dites végétalisées. Et du coup, pour étudier ces alimentations et leur qualité nutritionnelle, il y a plusieurs indicateurs qui ont été proposés. Et donc, voilà, on peut vraiment inclure du coup des gens avec des alimentations très, très végétales qui ne vont pas se déclarer végétariens, mais aussi les régimes végétariens qu'on connaît déjà, où les gens vont vraiment se définir comme ça dans nos populations d'études. Et donc, après, pour étudier la qualité nutritionnelle, une fois qu'on a classer un peu nos participants en fonction de leur alimentation végétale. On a plusieurs indicateurs disponibles qu'on utilise, nous, dans l'équipe notamment. Des indicateurs qu'on dit classiques nutritionnels, c'est-à-dire on va calculer les apports en macro-micronutriments à partir d'enquêtes alimentaires, donc c'est des outils validés de l'épidémiologie. Et à partir de ça, on peut même calculer ce qu'on appelle la prévalence d'inadéquation d'apport en nutriments. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans une population, quel est le pourcentage de personnes qui ne respectent pas les recommandations telles qu'elles ont été formulées pour les nutriments, je précise, pas pour les aliments, par notamment les autorités sanitaires comme l'ANSES. Donc ça, c'est un outil utilisé dans nos travaux. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaie aussi d'aller un peu plus loin, parce que la qualité nutritionnelle, ça ne se limite pas forcément qu'aux nutriments. Et on essaie d'aller aussi sur, par exemple, la contribution des aliments dits ultra transformés et à l'inverse, aliments non transformés dans l'alimentation. Les aliments ultra transformés, c'est par exemple, pour le végétal, ça peut être des galettes de céréales où les protéines ont été transformées et auxquelles on ajoute des additifs et plein de choses. Et à l'inverse, ça peut être l'aliment non transformé correspondant, ça va être par exemple du quinoa cuit nature. Donc, du coup, donc on peut classer les aliments en fonction de leur degré de transformation, c'est ce à quoi correspond en fait cet indicateur-là, la contribution des aliments ultra transformés et non transformés. Et ensuite, on a d'autres indicateurs, comme par exemple la consommation de produits issus de l'agriculture biologique, qui est très intéressante aussi à prendre en compte, puisque, comme on le sait, donc, ces régimes-là, on va avoir forcément beaucoup de consommation de fruits et légumes. Et c'est quand même intéressant de savoir s'ils proviennent d'une agriculture biologique ou pas, par rapport notamment au danger que ça peut représenter sur l'apport en pesticides via ces aliments. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'étudier. Quand on regarde maintenant les données épidémiologiques en fait, autour des végétarismes, on a en fait observé pour l'instant qu'il y avait quand même il y a de plus en plus d'études qui convergent vers une diminution du risque pour certains aspects de la santé, comme par exemple les cancers, donc particulièrement pour les végétariens et pas les véganes. Les véganes, c'est un peu plus compliqué au niveau des données épidémiologiques, c'est moins homogène en termes de résultats, mais il y aurait une diminution du risque de cancer, donc plus particulièrement pour les végétariens. Toujours pour les végétariens, il y aurait une diminution des risques de maladies cardiovasculaires, même s'il y a une étude récente qui a soulevé un problème sur les AVC. Donc là encore, on a besoin de nouvelles études pour compléter toutes ces données. Mais jusqu'à présent, on était quand même plus sur un effet protecteur des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi un effet protecteur de certaines pathologies oculaires comme la cataracte, tout ce qui est aussi un effet protecteur pour tout ce qui est aussi maladie de l'intestin irritable, les diverticulites, tout ce qui est lié
gros intestin et tout ça, puisque les régimes végétariens sont très riches en fibres. Donc, et ces maladies-là sont liées à des régimes pauvres en fibres. Donc, du coup, il y a un vrai bénéfice là. Ça paraît même assez évident d'un point de vue mécanistique, très médical, on va dire. Et aussi, les végétariens et véganes sont moins à risque de présenter un surpoids ou une obésité tel que c'est défini, pareil, selon les critères de l'OMS. Donc, en fait, le niveau global de preuves scientifiques, pour l'instant, il est modéré à faible. C'est-à-dire qu'on a encore on a besoin de plus d'études. On manque de recul par rapport à d'autres facteurs nutritionnels qui sont étudiés depuis très longtemps et d'autres types de régimes. Donc, puisque ces régimes ont un essor assez récent, on commence à s'y intéresser de manière plus récente. Et du coup, il y a quelques équipes qui travaillent sur ces régimes-là d'un point de vue vraiment lien nutrition, santé pour le végétarisme, mais c'est vrai qu'il y a encore besoin de compléter tout ça. Et du coup, les études qui travaillent déjà sur ces questions-là depuis, pour certaines, quand même pas mal d'années, comme les équipes de l'étude de Epic Oxford en Angleterre, c'est vrai qu'ils ne regardent pas trop les autres facteurs, à part les facteurs nutritionnels classiques, ils ne regardent pas plus loin. Donc, c'est aussi une des limites dans ces études-là. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'il y a besoin d'aller plus loin sur les aspects de qualité nutritionnelle en rajoutant d'autres types d'indicateurs. Après, il y a une autre façon aussi de caractériser des régimes dits végétalisés, c'est de calculer un indicateur pareil basé sur des enquêtes alimentaires. Donc, on demande à une personne tout ce qu'elle a consommé sur, par exemple, 3 jours. C'est ce qu'on fait dans l'étude Nutrinet Santé. On a donc, encore une fois un outil validé qui nous permet de faire ça. Et à partir de là, on peut définir si une personne, parce qu'elle mange végétal équilibré ou non équilibré. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir une alimentation très végétalisée, voire végétarienne, en consommant des produits en consommant majoritairement plutôt des produits dont on sait qu'ils n'auront pas un vrai bénéfice sur la santé, par exemple beaucoup de soda, beaucoup de produits sucrés, etc. Et ne pas manger à côté des fruits et légumes frais, parce que voilà, tout ça encore, c'est une question d'équilibre alimentaire. Et donc, on a des indicateurs qui nous permettent de différencier les gens qui vont avoir une alimentation variée, équilibrée, végétale, de ceux qui ne l'auront pas, parce que malheureusement, ça existe aussi. Et pourquoi donc ça a été développé par une équipe américaine. Donc là, c'est des données de cette équipe que je vous présente dans des grandes cohortes américaines avec plusieurs dizaines de milliers de participants. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est que justement, quand on prend donc la partie ici, ce qui correspond à la flèche rouge, c'est le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Donc les personnes qui mangent déséquilibré végétal ont plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire que des personnes qui mangent déséquilibré avec encore des produits animaux. Par contre, une alimentation équilibrée végétale, ce qui est en vert ici, vous voyez, en fait, on a vraiment une diminution plus on mange végétal. Donc là, on est très proche du végétarisme quand on arrive à cette partie-là de cet indicateur-là d'alimentation saine végétale. On va avoir vraiment une forte diminution du risque de développer une maladie coronarienne. Donc là, ces études-là, elles ont commencé à pointer du doigt en fait, ce problème, notamment dans les pays anglo-saxons, où en fait, on a des gens qui vont manger en gros ce qu'on peut appeler la junk food, et uniquement ça, version végétale. Et là, du coup, c'est pas forcément meilleur que d'autres types d'alimentation. Donc, ça a commencé à attirer une certaine vigilance. Il y a eu d'autres études aussi sur la prise de poids. Là, je ne vais pas détailler cette étude, mais en tout cas, ils ont aussi vu que sur la prise de poids au cours du temps, des gens qui mangent végétal déséquilibré vont prendre plus de poids que des gens qui mangent avec encore des produits animaux, mais équilibrés. Et par contre, des gens qui mangent végétal et équilibré, là, un réel bénéfice sur la perte de poids, en tout cas pour les personnes notamment qui sont en surpoids, etc. Donc voilà, du coup, ça c'était un peu un état des lieux de ce qui est fait un peu au niveau international sur ces thématiques assez rapide pour que vous ayez une idée de nous, où est-ce qu'on essaie de se situer avec nos travaux. Et donc, nous, on utilise pour nos travaux la cohorte Nutrinet Santé que je vais vous présenter très brièvement. Donc, c'est une étude qui est sur Internet avec des adultes. C'est que des adultes. Donc, en fait, l'objectif principal de l'étude, c'est d'étudier les relations entre la nutrition et la santé, mais aussi tous les déterminants et d'autres facteurs qui influencent nos comportements alimentaires. Donc, dans la cohorte, on a bien sûr notre pool de données nutritionnelles qui est très important et nos participants, donc là dans les études, pour être inclus, il faut qu'ils aient complété correctement et de manière valide les questionnaires portant sur l'alimentation. On a aussi tout un pool de data de données sur tout ce qui est socio-démographique, mode de vie, activité physique, plein d'autres données autour de l'alimentation. Et évidemment, une donnée précieuse aussi qu'on a, c'est tout ce qui est données de santé. Donc tous les événements de santé des participants sont enregistrés,
sont vérifiés par des médecins pour être sûr qu'on a bien déclaré, qu'un participant déclare le bon événement de santé. Et donc, on a aussi toutes ces données de santé très intéressantes dont je ne parlerai pas encore aujourd'hui, puisque là, on est, pour l'instant, dans les projets qu'on fait, on est en train de décrire les comportements. Et la prochaine étape qu'on va bientôt commencer, ça va être de faire des liens maintenant avec la santé, comme cela a été fait dans d'autres études internationales. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les études transversales, c'est-à-dire on prend une photo de notre population végétarienne à un temps donné et on va regarder, par exemple, la qualité nutritionnelle de l'alimentation de ces personnes à un temps donné. Donc ce n'est pas encore aussi, là dans Nutrinet, on peut suivre les personnes et ces données-là ne sont pas encore exploitées pour l'instant dans le cadre de nos études. Et donc, pour ces études, on a fait donc une première étude descriptive. On a comparé la qualité nutritionnelle donc, des personnes qui s'auto-déclarent végétariennes ou véganes ou végétaliennes en comparaison des personnes non végétariennes de la population Nutrinet Santé. Et l'idée, c'était de comprendre qui étaient ces gens en termes sociodémographiques aussi. Donc, on a utilisé les données alimentaires dont je vous ai parlé. On a pu faire 3 groupes de participants. Un groupe de participants qu'on a appelé Meat Eaters en anglais, enfin, c'est en gros des non-végétariens, 2370 végétariens et 799 végétaliens ou véganes. Donc, en anglais, on regroupe végétaliens et véganes parce qu'il n'y a pas d'équivalent en anglais, on va dire, en termes de termes. Et comme ça correspond à la même chose d'un point de vue nutritionnel, en tout cas, c'est regroupé. Du coup, on a vu déjà, quand on regardait déjà les consommations alimentaires, on s'est intéressé plus particulièrement à des aliments qui sont consommés par ces populations, ce qu'on savait déjà, mais on voulait avoir des données un peu plus chiffrées sur ça. Et on a vu en effet que végétariens et véganes, donc qui sont végétariens en vert clair et véganes en vert foncé, avaient des consommations quasiment doublées de quinoa et de céréales par rapport aux non-végétariens. Des consommations, là c'est plus que doublé, on passait de 10 grammes en moyenne par jour, donc en gros ça veut dire des gens qui mangent quasiment jamais de ces produits-là. Pour les véganes et végétariens, tout ce qui est ce qu'on appelle tofu et tous les autres produits dérivés texturés des protéines de soja. Donc là on avait des consommations bien plus importantes pour les végétariens et surtout les véganes. Ensuite, tout ce qui est galettes de céréales, pareil, on voit qu'il y a des consommations vraiment plus élevées, moyennes par jour. Enfin, c'est des moyennes par jour, donc sur 3 jours d'enquête. Donc ça paraît faible, mais en réalité, c'est bien plus élevé donc, pour les non-végétariens. Voilà. Et du coup, ici, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est boisson végétale. Donc là, on voit évidemment que dans notre cohorte aussi, les végétariens et véganes sont forts consommateurs de ces alternatives de boissons végétales. Maintenant, quand on regardait donc les apports nutritionnels, les inadéquations d'apports nutritionnels, donc en fait, on prend notre population végane, nos 3 populations, et dans chaque population, non végétarienne, végétarienne et végane, on calcule le pourcentage de personnes qui ne rencontreraient pas les besoins nutritionnels seulement par l'alimentation. C'est-à-dire que là, on n'a pas pris en compte dans cette première étude, on voulait voir juste déjà l'alimentation, et on n'a pas pris en compte la prise de compléments alimentaires. Et en fait, ce qu'on voit, c'est si on regarde, là, j'ai pris des nutriments un peu clés, le fer, la vitamine E, la vitamine B12, le calcium et la vitamine C. Donc, vitamine E et C, c'est des vitamines antioxydantes, donc très importantes pour lutter contre certaines altérations de l'organisme qui peuvent mener à des maladies comme le cancer, par exemple. Et ensuite, fer et calcium et vitamine B12, parce que c'est 3 nutriments qui attirent pas mal d'attention au niveau nutritionnel, parce qu'on sait que la vitamine B12, par exemple, est produite est très majoritairement retrouvée dans les produits animaux et de manière plus anecdotique dans certains produits végétaux. Et du coup, il y a un vrai besoin pour les véganes, notamment autour de cette vitamine, notamment dans la supplémentation. Et donc, du coup, quand on regardait déjà, là, j'ai pas mis tous les nutriments, j'ai fait une sélection, mais en vrai, si je vous ai mis tous les nutriments, ce qu'on a observé, c'est que les végétariens et les véganes, en fait, ont moins d'inadéquation en nutriments que les consommateurs de viande pour les personnes de moins de 55 ans. Parce que les personnes de plus de 55 ans ont d'autres types de besoins. Je vais rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais dans tous les cas, on avait vu, même après avec d'autres indicateurs, que globalement, ils mangeaient mieux, entre guillemets, que les non-végétariens, puisque pourtant, ils partaient avec une pénalité parce que les recommandations actuelles, surtout à l'époque, on était en 2017 sur l'ancienne version des recommandations, incluaient le fait de devoir consommer des produits animaux. Et même en enlevant en pénalisant, on va dire, puisque du coup, ils n'en consomment pas, on arrivait quand même à être au-dessus en termes de qualité nutritionnelle par rapport aux non-végétariens. Donc, du coup, c'était assez intéressant d'observer ça. Et après, on a un autre résultat là, que je n'ai pas présenté, je ne vais pas présenter en détail aujourd'hui, parce que je n'aurai pas le temps, mais je peux en reparler sur les caractéristiques sociodémographiques. Ce qu'on a vu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une chose qui était très retrouvée, c'est que les végétariens et véganes étaient majoritairement dans les études précédentes des femmes avec des hauts niveaux d'études.
Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est, dans notre étude en tout cas, nous, que c'est plus forcément le cas, qu'il y a toujours une association avec le niveau d'études, c'est-à-dire le fait d'être végétarien ou vegan est associé aussi dans notre étude à un plus haut niveau d'études. Voilà. Mais par exemple, pour le revenu, ce n'est pas forcément les gens avec les plus hauts revenus qui sont végétariens ou véganes, en tout cas dans Nutrinet Santé. Et aussi, on a vu qu'il y avait les véganes. Pour les véganes, en fait, il y avait aussi une plus forte probabilité d'être un homme quand on est végane. Donc, c'était aussi intéressant parce que dans la plupart des études, on observait plutôt l'inverse. Donc, voilà, une des hypothèses qu'on a émises, c'est qu'il y a des nouveaux profils de végétariens et véganes qui sont en train d'apparaître par rapport à ce qui avait déjà été observé, et notamment dans Nutrinet. Du coup, on a fait une seconde étude sur vraiment des aspects nutritionnels, sur la prise de compléments alimentaires. Ça, c'est une étude du coup, qui n'est pas encore publiée, mais il y a déjà, je vais vous présenter une partie des résultats que j'ai déjà communiqués dans un autre congrès en 2019. Et du coup, on a vraiment voulu regarder cette fois, quand on ajoute la prise de compléments alimentaires, en plus de prendre en compte l'alimentation, qu'est-ce qui se passe en termes justement d'équilibre nutritionnel pour des végétariens et des véganes comparés à des omnivores. Donc là, on a une grosse base de données aussi dans Nutrinet sur la prise de compléments alimentaires, avec des centaines, voire je crois qu'il y a plus de 1000 références de compléments alimentaires. Donc on peut vraiment avoir une bonne idée de ce que les gens consomment parmi tout ça. Et du coup, on est encore sur un échantillon là, de 76 925 personnes, donc gros échantillon quand même, avec beaucoup d'omnivores, c'est sûr, mais quand même un certain pourcentage de végétariens et de véganes. Et en fait, on a regardé donc, les apports, notamment, qui pouvaient être problématiques de compléments alimentaires. Enfin, pardon, on a d'abord regardé donc, justement ce que je vous disais, pardon, la qualité nutritionnelle quand on prend en compte les apports alimentaires. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est vraiment quand en fait, chez les véganes qui ne prennent pas de compléments, on voyait qu'il y a un problème avec la vitamine B12 si on prend en compte que l'alimentation. Par contre, quand on prend en compte la prise de compléments alimentaires, le pourcentage de personnes qui ne respectent pas les recommandations chute. Donc, il y a vraiment, on voit quand même qu'il y a pas mal de véganes du coup, qui prennent ces compléments et qui, du coup, ça leur permet de revenir à un niveau d'apport suffisant en vitamine B12. Donc, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais là, on a pu un peu le quantifier. Et pareil sur le zinc, on voit qu'il y a une légère diminution de l'inadéquation en zinc, parce que le zinc, c'est aussi un nutriment important qui est majoritairement apporté par des produits animaux, donc qui nécessite souvent une complémentation chez les véganes. Donc voilà, on voit quand même que les véganes, dans notre étude en tout cas, prennent des compléments et du coup, ça permet de diminuer un petit peu les apports inadéquats de certains nutriments. Et par contre, une chose intéressante qu'on a vue, c'est que finalement, quand on regarde un autre aspect problématique lié à la prise de compléments, c'est l'excès de compléments. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on s'est dit, les véganes, végétariens, on les pousse tellement avec cette image qu'il faut prendre des compléments, etc., qu'il pourrait y avoir des soucis, parce que quand on prend trop de compléments alimentaires, on dépasse des limites de maximum que peut tolérer notre organisme, et ça peut engendrer à l'inverse des problèmes. Et du coup, là, on a vu que ces comportements problématiques liés à la prise de compléments, ils étaient en fait majoritairement présents chez les non-végétariens. Donc, chez les végétariens, on voit qu'il y a par exemple, là, c'est l'excès quand on dépasse la limite maximum de certains compléments. On voit que chez les végétariens et véganes, c'est quasiment inexistant, alors que pour les non-végétariens, on a un petit pourcentage quand même de gens qui sont dans ces comportements qui sont dangereux pour la santé. Heureusement, ça reste très faible même chez les non-végétariens, mais bon, c'est quand même plus présent. Donc voilà, donc en gros, pour faire très simple sur ces histoires-là, c'est qu'on a vu que quand même les véganes ont l'air de savoir se supplémenter, en tout cas dans Nutrinet par exemple, et qu'en fait les usages problématiques de compléments alimentaires, qui sont des fois pointés du doigt un peu partout dans les médias, etc., des végétariens et véganes, dans notre étude en tout cas ça ne se vérifie pas, et c'est plutôt les non-végétariens qui ont des usages problématiques. Ensuite, on a mené une troisième étude pour prendre en compte cette fois un autre critère plus large autour de la qualité nutritionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la consommation d'aliments dits ultra transformés, et à l'inverse, la consommation d'aliments dits non transformés ou bruts. Et on a comparé 3 types de végétarisme cette fois, donc pesco-végétarien, végétarien et vegan, aux non-végétariens, en utilisant donc des indicateurs nutritionnels. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que pour ce qui est des aliments ultra transformés, en fait, ce sont les végétariens et les véganes qui avaient les plus fortes consommations de ces aliments-là par rapport aux non-végétariens et aux pesco-végétariens, en gris clair et gris foncé, gris clair, très clair et gris moyen. Et on avait aussi vu que les véganes étaient également les plus forts consommateurs d'aliments non transformés. Donc en fait, là, ce que ça nous a montré, c'est qu'il y avait, dans notre étude en tout cas, vraiment 2 types de végétarisme et de véganisme. Un type où les gens vont être
on consommait majoritairement des produits frais, etc., végétaux, et un autre où les gens vont se tourner quand même beaucoup vers des produits très transformés, que ce soit des produits très transformés alternatifs aux protéines végétales comme tofu, soja, etc. Donc là, j'ai une autre info sur ça. Donc là, on voit en effet que tout ce qui est protéines de soja texturées comme le tofu, les galettes de céréales, les boissons végétales, etc., sont très consommées par, bien sûr, les végétariens et véganes. Et en fait, ces aliments sont des aliments ultra transformés. Donc il y a ça, du coup, ça fait augmenter leur part de produits ultra transformés. Mais il y a aussi, à côté de ça, des végétariens et véganes qui consomment beaucoup de boissons sucrées, beaucoup d'aliments ultra transformés qui ne sont pas forcément bons pour la santé si on les consomme en excès. Évidemment, tout est toujours une question d'équilibre. Donc voilà, il y avait vraiment, on a observé ces deux types de végétarisme. Et une autre donnée intéressante de cette étude, que vous pouvez retrouver dans l'article qui a été publié à ce sujet, c'est qu'aussi, ces gens-là, en fait, ces gens qui consomment beaucoup de produits ultra transformés, on a vu que c'était majoritairement des gens plus jeunes. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on avait observé chez les non-végétariens déjà avant. Donc il y a vraiment on pense qu'il y a une exposition aussi de ces gens plus jeunes à ces produits ultra transformés. Et du coup, quand ils passent sur un régime végétarien, bah, ils vont aller vers ces produits-là. Et aussi, une autre observation intéressante qu'on a fait, c'est que c'était aussi les gens qui étaient végétariens depuis moins longtemps. Et là, une des hypothèses qu'on a émises, c'est que du coup, je pense que ça se vérifie avec des travaux plus qualitatifs, avec des entretiens, etc. Et je crois que ça a déjà été présenté d'ailleurs dans d'autres journées scientifiques sur ce thème, que c'est des gens qui vont avoir recours à Internet ou à d'autres types de ressources pour, au fur et à mesure de leur végétarisme, améliorer on va dire et diversifier plutôt leurs apports alimentaires et aller vers d'autres types de produits que des produits qu'ils achètent en supermarché déjà à tout près végétaux. Donc, c'est une des hypothèses qu'on a aussi suite à cette étude et qu'on veut vérifier avec de nouvelles études. Un autre facteur important au-delà de l'aspect purement nutritionnel qu'on essaie de quantifier dans notre étude, c'est la consommation d'aliments d'origine biologique. Et pour cela, on a fait il y avait eu deux études. Alors, une première qui n'était pas forcément centrée sur le végétarisme, qui était plutôt vraiment les consommateurs de bio en général. Donc, c'est l'étude BioNutriNet. C'est un projet qui est porté par Emmanuel Casbillo et Julia Baudry, qui sont aussi deux chercheurs INRAE dans mon équipe avec qui je collabore. Et du coup, elles avaient vu déjà que les végétariens et les véganes, ils consommaient 3 fois plus de bio que les non-végétariens et véganes, ce qui est important du coup parce que ça veut dire qu'ils sont même moins exposés finalement peut-être aux pesticides, etc., que certains non-végétariens qui consomment pas bio. Donc c'était assez intéressant. Et après, on a fait une autre étude en 2019 là, qui était vraiment plus centrée sur l'impact sur l'émission de gaz à effet de serre liée à différents régimes, dont les régimes végétariens. Et là, on voyait que le bio, alors en 2015, on était sur 47% de bio pour les végétariens. C'était pour les végétariens. Ouais. Et là, sur cette étude-là, on est à 60%, voire 67% de bio pour les véganes, ce qui est quand même bien supérieur aux consommateurs de viande qui sont à 30%. Donc, plus du double. Donc du coup, on voit que les consommateurs les non-végétariens ont aussi des plus fortes consommations de bio selon les dernières données qu'on a de 2019, mais il y a eu aussi toujours cette augmentation chez les véganes et végétariens. Et donc là, un très aussi bref aperçu d'une étude récente qu'on a fait et que j'ai présentée là cette année, qui avait été annulée l'année dernière à un congrès aussi sur le végétarisme et c'est bien avec la santé qui s'appelle VegMed, sur l'activité physique chez les végétariens et les véganes comparés aux non-végétariens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans Nutrinet aussi, on a une évaluation très détaillée de l'activité physique qui peut se distinguer en plusieurs types. L'activité qu'on va faire pour les loisirs, évidemment, mais aussi l'activité des transports, parce que c'est pas la même chose de prendre un vélo ou de marcher ou pour aller au travail par exemple, que de prendre sa voiture, comme on le sait, pour ce qui est des transports liés au travail, par exemple. Il y a aussi l'activité qui est liée au travail en soi. Et donc, du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'on on a utilisé plusieurs indicateurs liés à chaque fois à ces différents domaines d'activité physique. Et on a aussi fait, pareil, un calcul pour calculer le nombre de personnes dans notre population qui respectaient les recommandations d'activité physique, puisqu'il existe aussi des recommandations pour l'activité physique internationale, déclinées sur une version française également, pour rester en bonne santé. Donc un minimum d'activité physique, ces recommandations, c'est un minimum d'activité physique pour rester en bonne santé. Et donc, ce qu'on a observé en fait dans notre étude, c'est que quand on regardait du coup la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes du coup qui respectent ces recommandations d'activité physique, il était plus élevé pour les pesco-végétariens quand on prenait une définition un peu large de l'activité physique,
parce qu'il y a 2 types de recommandations. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc voilà, et il y a une autre définition qui est, elle, plus stricte. Donc là, on va dire que c'est des gens qui sont vraiment à un plus haut niveau d'activité physique encore. On voyait que la prévalence a été plus élevée pour les pesco-végétariens, mais aussi pour les véganes. Et c'était aussi significatif d'un point de vue statistique quand on fait des comparaisons, voilà, ces comparaisons-là. Et on a juste, dans ces comparaisons, en plus, on prend en compte beaucoup d'autres facteurs comme le niveau socio-économique, le revenu, enfin l'âge, évidemment, le sexe, etc. Enfin, il y a plein d'autres cofacteurs qui sont pris en compte dans ces estimations. Et une chose intéressante qu'on a observée, du coup, là aussi, toujours dans cette étude, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui expliquait cette différence notamment? C'était en fait surtout c'était pas vraiment les activités de loisirs ni le travail, c'était les transports. On voyait que les véganes et les végétariens ont plus facilement recours au transport actif que les personnes non végétariennes. Donc là, ça pose aussi la question du coup d'avoir une approche plus holistique autour de l'alimentation, des alimentations végétariennes, et de se dire que c'est plus que juste une somme de nutriments que les gens vont consommer dans un régime végétarien, c'est aussi un ensemble, un mode de vie qui certainement pourrait être plus favorable pour la santé dans certains cas, quand on respecte l'équilibre alimentaire quand même un minimum et qu'on ne va pas consommer par exemple que des produits junk food version végétale, car malheureusement il y a des gens qui sont dans cette situation, même si certains évoluent. Voilà. Donc du coup c'est aussi une donnée intéressante sur laquelle que je vais vous présenter. Et maintenant, pour conclure, donc, on a besoin de nouvelles études longitudinales, c'est-à-dire des études avec un suivi au long terme de ces personnes-là. Dans ces études longitudinales, de prendre en compte d'autres indicateurs comme la consommation d'aliments ultra transformés, le bio, etc. On voit qu'il y a différents types d'alimentation, du coup, différentes qualités nutritionnelles aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, notamment pour la santé publique, et c'est ce qu'on essaye de faire. Actuellement, il y a des groupes de travail, notamment à l'ANSES, pour faire des recommandations pour les végétariens, et on essaye d'intégrer ce paramètre-là, même si c'est un peu compliqué parce que c'est qu'on est, jusqu'à présent, dans les recommandations, on était sur des démarches très purement nutritionnelles, et là, c'est en train de bouger un tout petit peu. Donc, il y a besoin d'actualiser en fait, les connaissances des déterminants de toutes ces alimentations végétalisées et de faire le lien aussi avec d'autres paramètres importants autour de ces régimes, notamment pour le végétarisme, qui sont la prise de compléments alimentaires, mais aussi d'autres déterminants de santé comme l'activité physique, et de transmettre toutes ces informations vers les acteurs de la prise en charge nutritionnelle, c'est-à-dire les diététiciens, par exemple, diététiciennes, médecins nutritionnistes, etc. Et voilà, toutes les personnes qui sont dans le soin et qui traitent des questions de nutrition, mais aussi des décideurs gouvernementaux. Et là, c'est aussi ce qu'on essaye de faire passer à travers notamment des groupes de travail, comme je vous disais, dans des instituts et avec Santé publique France, etc. Et du coup, il y a vraiment besoin donc, aussi de développer des approches pluri- et transdisciplinaires. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur les motivations, notamment à suivre un régime végétarien, et notamment avec l'aide des approches qu'on croise avec les nôtres, comme celle du marketing social, de la psychologie du comportement alimentaire. Et du coup, tout cela, on l'espère, permettra de mieux intégrer ces alimentations et tous ces régimes végétalisés dans ce qu'on appelle la nouvelle transition nutritionnelle.